Bonjour Véronique. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Très heureux de me retrouver ici avec vous aujourd'hui au siège de la Fédération Française de la Franchise, la FFF. On est à Paris, dans le 8e. Et puis, il me semblait important de redonner du contexte, en tout cas, à cette initiative. LCL est la Banque des entrepreneurs depuis plus de 160 ans. Et donc, assez logiquement, LCL est la banque de la franchise, à la fois des franchiseurs et également des franchisés. Et puis, cet échange rentre dans une série d'entretiens dans lequel on va donner la parole justement à des leaders en franchise pour assurer, je dirais, la promotion d'un modèle entrepreneurial qui nous tient à cœur, au moins tous les trois, ça c'est sûr, et qui est la franchise. Et puis c'est l'occasion de rappeler l'ambition d'LCL, en tout cas, de pouvoir être un acteur du développement de la franchise. Alors, nous sommes partenaires de la Fédération Française de la Franchise. La FFF compte près de 200 adhérents. Voilà, et qui représente près de la moitié des points de vente en franchise un peu partout en France. Et puis quoi de mieux justement pour parler de ces sujets que d'être avec toi Véronique, voilà, déléguée générale, et puis avec le président Olivier pour commencer cet échange. Alors sans plus tarder, moi je voulais qu'on commence par des sujets d'actualité. Peut-être un premier sujet qui est celui de l'évolution des secteurs d'activité. On voit qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup d'évolutions dans les secteurs d'activité. Je pense notamment, moi j'ai vu pas mal d'enseignes sur la boulangerie, j'ai vu pas mal d'enseignes sur le service à la personne, et j'aimerais avoir votre point de vue justement sur ces évolutions. Alors, c'est effectivement une évolution intéressante parce que la franchise est souvent précurseur. Elle suit, de par son agilité, elle suit bien le trend en fait des nouveaux mouvements sociétaux, des nouveaux besoins de consommation de la population. Donc, on a vu effectivement pas mal de nouveautés dans le secteur de la restauration rapide notamment. On voit aussi que tout ce qui est healthy, soins du corps, etc. fonctionne beaucoup. Donc, on a aujourd'hui un très bon dynamisme en fait du côté des enseignes de fitness. Voilà, donc c'est vraiment le reflet. L'atout de la franchise, c'est son agilité et c'est cette capacité à répondre très très vite aux besoins. Donc c'est un miroir vraiment de l'évolution de la société, effectivement. Et puis, alors peut-être j'ai une deuxième question qui concerne les tendances, les évolutions sur les profils de franchisés. On a vu que les profils évoluaient, changeaient. Il y a eu la dernière étude qui mettait en avant certaines tendances. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels sont les nouveaux profils qui arrivent sur la franchise ? Disons que c'est pas forcément que du nouveau profil, c'est plutôt des choses qui s'affinent encore. Les jeunes, de plus en plus, dans tous les réseaux se rajeunissent. Beaucoup partent en retraite, donc il y a beaucoup de jeunes qui reprennent maintenant des fonds de commerce, alors qu'avant ils étaient là pour créer et pas forcément pour reprendre. Donc là, pour l'accompagnement de LCL, c'est un sujet très important, je pense. Absolument. On a de plus en plus de couples, donc c'est un choix de vie à faire ensemble et de s'investir à deux dans un projet. Et les critères de choix vont pas être les mêmes non plus. Et le projet de vie ne sera pas le même non plus. On a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent en se posant tout de suite la question de devenir multi par la suite. Ne pas ouvrir un seul point de vente, mais d'en faire plusieurs. Ou de reprendre un point de vente et d'en créer un autre après pour avoir ce double aspect du créateur, de l'entrepreneur, du chef d'orchestre. Ça, c'est ce que moi je vis dans mon réseau. Après, globalement, il y a encore d'autres tendances. Alors, il y a une autre tendance qui est très importante, puisqu'on a 46% de femmes entrepreneurs parmi nos franchisés. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important pour nous. Ça montre en fait que ce modèle, de par l'accompagnement qu'il propose, de par la facilité, je dirais, de démarrage, permet à la fois à des jeunes et à la fois aux femmes qui étaient un petit peu en déficit côté entrepreneur de trouver leur place. C'est intéressant, je crois que le nombre de femmes franchisées est passé de 31 à 46% en très peu de temps, en 2-3 ans je crois. Pour information, on est très sensibilisé en tout cas au sujet chez LCL. On a développé un programme qui s'appelle Care Entrepreneur, qui essaie justement de prendre la dimension personnelle mais également la dimension professionnelle de l'entrepreneur et particulièrement pour les femmes, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Et je voudrais juste revenir aussi sur le phénomène des jeunes. En fait, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau parce que même si on a aujourd'hui un franchisé qui a un âge moyen de 46 ans, on a aujourd'hui plus de 18% de jeunes entre 18 et 24 ans qui sont franchisés.
Ça, c'est une tendance que vous rappelez là, qui est vraiment importante et qui nécessite aussi, nous, qu'on porte un regard attentif sur toutes ces évolutions. Et on aura l'occasion, encore une fois, de pouvoir retravailler dessus. On a déjà commencé à regarder comment on pouvait accompagner également les jeunes plus facilement. Dans les sujets d'actualité, alors il y en a un, je sais, qui vous tient à cœur, voilà, qui concerne la concurrence. J'ai vu des actions de sensibilisation, des actions auprès des politiques. Donc il y a beaucoup de sujets autour de ça. Il y a le ministre de l'économie rappelé récemment qu'il y avait 600 avions qui partaient de Chine tous les soirs pour venir déverser en Europe pas mal d'articles. Je pense à Temu, je pense à Shein. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se passe et où est-ce qu'on en est d'ailleurs aujourd'hui par rapport à cette concurrence? Alors, c'est une concurrence qui est très importante, puisqu'en fait, elle a cru sur les 2 dernières années de manière extrêmement forte, prenant des parts de marché allant à plus de 20% sur certains secteurs. Donc, on est extrêmement inquiet. Alors, il faudrait pas se tromper de combat. On n'est pas du tout en train de combattre les plateformes en général ou le commerce digital. On sait très bien que le sens de l'histoire va dans cette multiplicité de canaux et que les commerçants vont devoir s'adapter. Là où on est très en colère, c'est qu'on est sur une inéquité de traitement entre ces plateformes et nos commerçants. Nos commerçants qui s'acquittent de leurs impôts, de leurs taxes, qui respectent les réglementations européennes et qui, malgré tout, dès lors qu'il y a un manquement, subissent des amendes et parfois des amendes records. Et de l'autre côté, des plateformes asiatiques qui ne jouent absolument pas le jeu, qui, même si on sait qu'ils ne sont pas du tout en conformité avec la réglementation, ne sont pas punis et n'ont pas d'amende. Donc nous, ce que nous réclamons, c'est juste une équité pour l'ensemble des entrepreneurs qui opèrent sur le territoire. Je comprends qu'il y a des choses qui ont bougé. Je comprends aussi que vous attendez en tout cas qu'il y ait plus de choses qui soient faites pour avoir une dynamique de concurrence plus loyale. En fait, c'est ça que vous défendez. Ce qui pose aussi un problème, c'est le temps. En fait, vous avez vu que les changements de droits de douane sont effectifs immédiatement. Dès lors que les US prennent une décision, on change les droits de douane. Donc ça, c'est immédiat. Et nous, quand on demande une réaction à Bruxelles, on nous dit peut-être 2027, peut-être 2028. Enfin, c'est juste pas adapté. Le temps court aujourd'hui est celui de nos entrepreneurs. Et il faut absolument que la Commission européenne et l'Europe puissent s'adapter en fait à cette nouvelle donne. Bon, je pense que le message est clair, le message est bien passé. Je continue sur les éléments d'actualité. On connaît aujourd'hui une période où il y a une pression sur le pouvoir d'achat. On est dans un environnement économique qui est très incertain. Il y a les événements géopolitiques, mais bien sûr, il y a les événements politiques avec un tropisme français assez particulier, avec des contraintes budgétaires très fortes qui vont se redécliner derrière avec des modifications fiscales, sociales. Donc c'est pas simple pour les entrepreneurs. Et ma question, c'est comment les réseaux de franchise aujourd'hui sont armés justement pour traverser ces crises. Est-ce que vous avez des exemples d'ailleurs qui permettent de démontrer la résilience, la résistance des réseaux dans des périodes assez incertaines comme celle-ci? La force d'un réseau de franchise, c'est son intelligence collective et le fait de travailler tout ensemble. Quand on a des période assez perturbée comme ce qu'on connaît de plus en plus malheureusement sur plein de contextes différents. On l'a eu avec la crise Covid, on l'a avec la géopolitique, on l'a avec l'économie maintenant. La tête de réseau est là toujours pour amortir le choc pour ses franchisés. Donc nous, par exemple, en contexte économique perturbé sur l'inflation, le franchiseur, il a une économie d'échelle dont bénéficie le franchisé et lui peut amortir aussi une partie de l'inflation pour pas que le franchisé soit trop pénalisé. Il va tester les choses, il va donner un ordre de marche à tous ses franchisés pour que chacun aille de façon structurée avec une intelligence déjà réfléchie en amont. Donc on est plus résilient, on l'a prouvé avec la crise Covid de toute façon, par rapport à un commerçant isolé qui ne savait pas comment s'y prendre. Nous, on a pu expliquer le mode opératoire pour chacun. Donc on interprète, on accompagne.
Et on s'adapte, et c'est le rôle d'un entrepreneur, et c'est encore plus le rôle d'un franchiseur de s'adapter à un contexte et d'être agile et de faire d'une contrainte une force pour avoir une opportunité additionnelle de se différencier de ses confrères. Les gens qui gèrent la crise disent toujours, ce qui est très important dans la crise, c'est très vite de l'analyser et très vite de rebondir. Plus vous allez rapidement faire le deuil de ce qui est perdu et pouvoir rebondir pour continuer à sauver ce qui doit être sauvé et reformer le futur, plus ça va être rapide. Et effectivement, le fait d'avoir une tête de réseau dont la responsabilité, c'est le R&D, dont la responsabilité, c'est de regarder quels sont les trends, eh bien, c'est extrêmement important parce que quand vous êtes en plein marasme, en pleine crise, vous êtes naturellement concentré sur l'opérationnel, le travail au jour le jour, et vous n'avez pas, en fait, cette dimension, cette hauteur et cette capacité d'apporter des nouvelles solutions. Donc vous êtes en train de sauver un bateau qui coule, alors que lorsque vous avez un franchiseur, son travail c'est lui d'avoir cette dimension et de vous apporter des solutions. Donc on est exactement, en tout cas dans la démonstration de la force des modèles en réseau comme la franchise. J'aimerais revenir aussi sur une autre tendance qui concerne l'intelligence artificielle. L'IA arrive un peu partout, et également dans le commerce. Et j'aimerais avoir juste votre avis, perception des choses. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que vous avez des exemples d'ailleurs de l'application de l'IA aujourd'hui au niveau des réseaux? C'est évidemment une très belle opportunité, parce que quand on est dans la franchise, tout est opportunité. Donc, on parlait d'intelligence collective, on parle d'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut faire de l'intelligence collective augmentée grâce à l'IA. Et l'idée par rapport à ça, c'est que l'IA nous permet de traiter beaucoup de choses, du traitement de data, des choses rébarbatives, mécaniques. L'IA est là pour renforcer la productivité de chacun. Et donc, mon intelligence collective augmentée va me permettre, en tant que franchiseur, d'aller plus vite au service de mes franchisés, d'amener également des nouveaux outils à mes franchisés, mais de traiter de la data, des profils de candidats, des relations clients en temps réel. Donc tout devient en temps réel, les outils sont beaucoup plus performants. En tant qu'entrepreneur, qu'on soit en franchise ou pas, on a des outils maintenant aussi pour modéliser les choses. La gestion de l'anticipation d'une gamme de produits est sur des critères beaucoup plus fins qu'avant. Dans mon domaine, le vin, on peut mettre de la météo, on peut mettre le moral du franchisé, comment est-ce qu'il gère sa trésorerie, la largeur de gamme. Quand on est dans de la franchise, on peut gérer des modules de formation aussi pour ses franchisés, pour faire évoluer le mode opératoire en temps réel. S'il y a une réforme le matin, on peut déjà faire un module l'après-midi. Donc, tous ceux qui savent bien utiliser et anticiper les choses avec l'intelligence artificielle renforcent encore la capacité de ce qu'ils sont capables de faire et de le faire encore plus vite que précédemment. Donc, pour moi, c'est vraiment cette intelligence collective augmentée. C'est une vraie opportunité pour nous, je trouve. On a fait une petite enquête là-dessus et on voit bien que si les franchisés ont encore quelques petits doutes, le franchiseur, sont à 90%, voit l'IA comme une opportunité. Donc ça, c'est réjouissant. Et je voudrais faire un parallèle avec ce qui s'est passé sur la digitalisation du commerce, en fait. On a bien vu, notamment pendant la période Covid, que ça a été une vraie force, en fait, des réseaux. Parce que les réseaux avaient déjà anticipé tous ces outils, qui n'étaient souvent d'ailleurs pas très bien utilisés au niveau des franchisés, mais au moment où ça a été utile, ils étaient présents, ils étaient mis en place, et ça a permis effectivement de faire très vite le click and collect, toutes ces choses-là. Donc encore une fois, cette espèce d'intelligence collective dont on parle et qui est vraiment précieuse au niveau des réseaux, va probablement nous donner encore un temps d'avance sur l'IA par rapport aux indépendants, que j'appelle indépendants isolés, qui eux ont tout à faire tout seuls. Très bien, en tout cas une vraie opportunité pour les réseaux de franchise. On se connaît, on discute. Moi, parfois, j'ai l'impression, en fait, quand je suis avec vous, vous passez votre temps avec les ministres, mais je sais aussi qu'à la FFF, vous faites d'autres choses. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des missions que vous avez à
À la FFF, voilà. Alors, c'est vrai que les derniers temps, on a passé beaucoup de temps à chercher les nouveaux ministres, notamment. Mais oui, on fait beaucoup d'autres choses. L'idée, c'est d'accompagner en fait nos réseaux, d'accompagner nos franchiseurs, nos franchisés. Donc, la fédération est une fédération professionnelle qui est sélective, je le rappelle. Donc, nous arrogeons le droit de choisir nos membres et de leur faire passer une commission d'admission. Nous avons effectivement une activité de lobbying qui est très importante pour nos membres, pour mettre en avant, promouvoir et défendre en fait ce modèle économique qui est un modèle assez unique. Nous avons aussi l'Académie de la franchise, parce que pour nous c'est très important d'accompagner les franchiseurs et les franchisés, notamment les franchiseurs, parce que souvent c'est quand même un nouveau métier pour eux. Ce sont souvent des entrepreneurs qui, à un moment donné, à une étape de leur carrière, se disent « je vais devenir franchiseur ». Et on ne devient pas franchiseur sans se former et sans comprendre réellement ce que cela signifie. Donc on a des formations et on a l'Académie de la franchise. Nous avons aussi 2 organes de médiation parce qu'on fait tout jusqu'au bout du bout, jusqu'à gérer les situations où ça se passe un petit peu plus mal. Donc on a un organe de médiation pour les litiges franchiseurs-franchisés. Et puis un organe de médiation qui gère, avec un agrément de Bercy, qui gère en fait la médiation consommateur pour les enseignes qui sont adhérentes. Voilà, nous avons effectivement aussi un pôle animation, puisqu'on est là pour permettre les échanges de bonnes pratiques, permettre les rencontres entre nos membres, entre les franchiseurs, les franchisés, entre nos experts, puisque nous avons parmi nos membres aussi un collège des experts avec des avocats, des experts comptables, des sociétés d'accompagnement des réseaux. Et c'est très très important de faire vivre cette communauté parce que on croit vraiment dans ce partage d'expériences qui permet de renforcer en fait les atouts de chacun. Donc on a des réunions régionales, on a des webinaires, on est en train de lancer un cycle de webinaires sur l'IA justement pour permettre à nos réseaux de comprendre et de découvrir le plus rapidement possible les opportunités qu'offre l'IA. Et puis nous sommes propriétaire du plus grand salon mondial de la franchise qui opère depuis 43 ans tous les mois de mars, porte de Versailles. Voilà dans les grandes lignes ce que nous faisons et puis bien sûr nous apportons du conseil à nos... Bon, beaucoup d'activités, beaucoup de missions. Alors on parle d'entrepreneuriat, elle s'affiche comme la banque des entrepreneurs. Et moi j'ai une question à vous poser par rapport à ces entrepreneurs. Est-ce que vous auriez une définition de ce qu'est un entrepreneur, si vous deviez définir un entrepreneur? Alors un entrepreneur pour moi c'est à la fois un créateur, quelqu'un qui ose et qui veut entreprendre en créant une entreprise, la pérenniser. Il y a une notion de pérennité qui est hyper importante pour moi. On n'est pas forcément que sur du chiffre d'affaires et de la rentabilité, c'est la pérennité de ce qu'on crée également. Et pour moi, c'est à la fois un créateur, un chef d'orchestre, quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un qui sait bien s'entourer. Il utilise les contraintes pour en faire des opportunités. Donc, il doit être bien entouré pour pérenniser son entreprise, la faire vivre, la faire évoluer, anticiper les choses et se différencier. Donc c'est quelqu'un qui vit au quotidien, qui réfléchit au quotidien et qui se remet en question quotidiennement et qui fait grandir son entreprise et qui utilise son écosystème. Et pour moi, l'entrepreneur en franchise, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est dans le collectif et pas quelqu'un qui la joue individuelle. C'est le beau jeu à la nantaise, si on fait référence à de où je viens. Un petit clin d'œil. Très bien. Et justement, puisqu'on parle du modèle de la franchise, donc la franchise repose sur un réseau d'entrepreneurs. Voilà, donc il y a beaucoup d'intelligence collective. On le soulignait tout à l'heure. Par rapport à ça, quels sont, en quoi ces réseaux justement en franchise sont porteurs, sont plus vertueux, sont porteurs de valeur? C'est le partage. Ce qui est très important de comprendre et ce qui fait la force en fait de ce modèle-là, c'est que vous avez bien le partage de la valeur. Vous avez 2 entrepreneurs qui sont indépendants, mais qui malgré tout portent une même marque. Et l'ensemble en fait de ces entrepreneurs du réseau portent la même marque. Donc il y a une co-responsabilité là-dessus qui crée cette émulation positive. Vous n'avez pas intérêt à dégrader la marque ou à vous éloigner du concept parce que c'est de la valeur que vous enlevez à l'entrepreneur franchisé qui est à côté de vous. Donc vous avez ce collectif
qui génère effectivement de la valeur et qui permet ce partage de la valeur. On a souvent opposé le franchiseur et le franchisé, mais le franchiseur et le franchisé sont dans le même bateau. Un franchiseur ne pourra jamais avoir un réseau prospère s'il a des franchisés qui ne sont pas capables de vivre correctement de leur business. Et un franchisé a tout intérêt à ce que son franchiseur gagne suffisamment d'argent pour lui assurer tous les services dont il a besoin. Donc, on est dans un modèle, entre guillemets, gagnant-gagnant, où l'intérêt des uns est l'intérêt des autres. C'est ça qui fait, en fait, cette force, cette puissance et ce collectif dont on parle. Donc, par construction, en tout cas, les réseaux de franchise, ils apportent de l'humain, en tout cas des relations. C'est un monde de réseau et du coup, c'est nativement porteur de toutes ces valeurs. J'ai envie de vous taquiner un peu. J'ai envie de vous poser une question sur le modèle de la franchise. C'est vrai que dans la franchise, on parle de la réitération d'une réussite, donc le développement d'un certain nombre de points de vente qui sont assez homogènes. Et puis certains pourraient reprocher, en tout cas, une espèce d'uniformisation. Et donc j'ai une question un peu assez rapide à vous poser. C'est est-ce que la franchise, c'est pas un peu dépassé dans un monde, justement, on va chercher toujours un peu plus de personnalisation dans la relation avec le client? Alors, si tu parles d'uniformisation, je parle d'uniformité. Uniformité, puisque tu dois appliquer un savoir-faire d'une façon telle que l'a conçu au préalable le franchiseur, ça c'est une évidence. Cohérence de l'image de marque, c'est une évidence aussi. Mais après, personnalisation du conseil au client, c'est l'agilité du franchiseur qui, grâce au fait de discuter avec ses franchisés, les franchisés sont une caisse de résonance en temps réel de tout ce que veulent les clients. Et le franchiseur, ensuite, fait des commissions et réadapte son savoir-faire en anticipation, donc il doit être hyper agile, il doit innover, et c'est là où il personnalise avec toujours une avance de phase par rapport à un commerçant isolé qui lui va se lever le matin, revoir Madame Michu et se dire Madame Michu me demande toujours la même chose. Nous, la caisse de résonance, on va l'avoir de beaucoup d'endroits complètement différents, et on va avoir des tendances qui vont se déclencher parfois à certains endroits et pas encore à d'autres, et ça, on a en temps réel ce qu'attend le client, et nous, notre but en tant que franchiseur, c'est toujours d'enrichir l'expérience client. Le cœur de la franchise, c'est le client. C'est le client pour le franchiseur, c'est le client pour le franchisé, et c'est la relation qu'on doit avoir avec lui. Donc, heureusement qu'il y a une certaine uniformité dans ce qu'on veut mettre en place, mais il y a en tout cas cette agilité à évoluer le plus vite possible, à anticiper les tendances. Et aujourd'hui, nous, en France, qui est quand même, à mon avis, le deuxième pays au monde en nombre de réseaux de franchise, on est quand même sur de l'expérience client, puisque le Français par excellence, il est demandeur, il n'est jamais content et on est toujours là pour se remettre en question. Aux États-Unis, pour moi, le modèle de la franchise, il est plutôt, on applique la même chose de partout et c'est beaucoup plus massif. Nous, on est quand même dans un art de vivre à la française, dans une sensibilité à la française qui nous fait nous poser des questions tous les jours. Donc, cette agilité, elle est native dans les gènes des Français et je trouve que la franchise en France, elle a cette différence aussi par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. On a aussi un autre point de vue. On a beaucoup de municipalités qui demandent en fait des grandes enseignes, qui souhaitent pour dynamiser en fait le territoire à ce que de grandes enseignes viennent s'implanter. Pour eux, c'est important parce que ça joue le rôle de locomotive aussi. Même si vous habitez dans une ville de 20 000 habitants, vous avez envie de trouver des grandes marques, de trouver les magasins qui vous plaisent et de pouvoir aller y acheter des produits. Donc c'est aussi, il y a effectivement le côté attention à ne pas trop uniformiser, mais il y a aussi ce besoin et cette réassurance. Quand vous allez dans un hôtel, avoir la capacité de savoir que en prenant une marque, vous allez retrouver le même service, le même niveau de service. C'est rassurant quand vous voyagez notamment. Si vous allez dans un restaurant, vous avez aussi envie de retrouver le même niveau de service et ça va très loin, ça va jusqu'à la boulangerie. Vous avez des recettes que vous avez l'habitude d'acheter. Quand vous partez en vacances, vous allez rechercher ces mêmes recettes. Donc, cette uniformité dont on parle souvent en négatif, elle est perçue aussi par le consommateur comme quelque chose de rassurant, de positif d'un point de vue qualité, et aussi comme quelque chose d'utile pour le dynamisme des territoires. Et puis, il faut pas oublier que en franchise, le franchisé, il a bien sûr un concept auquel il doit répondre et qu'il doit suivre, mais il a aussi sa marge et sa patte qu'il peut apporter, parce que c'est lui qui connaît le mieux son territoire. C'est lui qui est au contact de ses clients et il va quand même avoir la capacité de
modifier un petit peu et d'apporter parfois une offre complémentaire qui correspond à sa région ou un service complémentaire. Donc je comprends, au niveau des territoires, en tout cas, ça joue le rôle de locomotive. Et puis après, sur la personnalisation, de par la construction, en tout cas, il y a des vrais retours d'expérience client avec des appros qui peuvent ne pas être à 100% national et qui permettent de régionaliser, de localiser aussi l'approche du client. Très bien, merci beaucoup. Je voulais continuer également sur le sujet de pouvoir se lancer en franchise. Et donc, du coup, il y a deux volets. Il y a le côté franchiseur, bien entendu, et puis il y a le côté des franchisés. Donc, chez LCL, au niveau du pôle franchise LCL, on voit passer un peu plus de 700 enseignes chaque année. Alors, c'est pas les 2000, mais on en voit passer quand même un certain nombre. On a un peu de profondeur, un peu d'historique là-dessus. Et puis, parmi eux, on a des jeunes réseaux, c'est-à-dire des personnes qui ont 2, 3, 4, 5 points de vente et qui, à un moment donné, font le choix de se dire on va se développer en franchise. Et moi, j'avais une question à vous poser. Quel conseil vous pourriez donner justement à quelqu'un qui a déjà validé un savoir-faire et qui souhaite se développer? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Alors, c'est déjà d'être sûr que son concept est différenciant, de l'éprouver, de le tester et de se demander comment il peut le dupliquer après quelque part à un autre endroit. Parce que c'est pas parce que quelque chose fonctionne à Paris que ça va fonctionner à Marseille. C'est ensuite de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir un test quand même de robustesse de ce qu'il fait, d'avoir des experts qui vont bien le guider du point de vue légal, du point de vue commercial également, du point de vue développement, parce qu'on peut très bien être un très bon entrepreneur, mais avoir des difficultés ensuite avec le leader pour développer son concept avec des franchisés. Il faut quand même pouvoir jouer le collectif ensuite, dupliquer et le concept et la réussite et le savoir-être et le savoir-faire. Donc c'est quand même relativement riche. Et ça, si on s'accompagne des bonnes personnes, on sera plus fort, donc on peut oser plus vite et aller plus loin. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question, en quoi est-ce que je suis différent des autres? En quoi je suis incontournable? Et qu'est-ce que je vais amener comme service à un franchisé qui va me rejoindre? Qu'est-ce qui va faire que je vais l'accélérer dans sa réussite? Et comment je vais dédier les équipes? Donc on s'entoure, mais on a aussi des équipes en interne qui font la réussite de la duplication du concept. Et puis j'ajouterais, il faut qu'il passe voir la Fédération française de la franchise. On est là pour amener... C'est ça, être bien entouré. Non, c'est clair. C'est vrai qu'on voit beaucoup de concepts, alors soit en restauration rapide, soit dans le service à la personne, soit dans la fleur, enfin peu importe. Et ils ont un métier qu'ils maîtrisent très bien. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un autre métier à s'approprier qui est celui de franchiseur. Il y a des choses à faire, peut-être des choses à éviter de faire. Il y a une construction à imaginer avec tous ces experts du conseil, ça peut être avec le comptable, les avocats, etc. En tout cas, en termes d'animation, il y a des choses que vous pouvez leur apporter. C'est vraiment fondamental. Ensuite, je vais passer sur le volet des franchisés. Alors, on se pose la question, nous chez LCL, on a un peu plus de 6 millions de clients particuliers, on a un peu plus de 400 000 clients, entrepreneurs, professionnels, entreprises, et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont certainement la volonté de s'intéresser à la franchise et peut-être de devenir franchisés. Et là, j'avais peut-être deux questions à vous poser. La même chose, quel conseil vous pourriez donner justement à ces candidats qui porteraient un intérêt à la franchise? Et puis la deuxième question, c'est quelles sont peut-être les qualités, les compétences qui font qu'un candidat est un bon candidat justement pour la franchise? Alors les conseils à donner, c'est déjà de définir le ou les domaines d'activité dans lesquels il se sentirait à l'aise. Il faut déjà dégrossir le sujet au préalable. Il faut ensuite aller voir les réseaux de franchise, mais sous l'angle des franchisés, pour vivre l'expérience client. Et ensuite, seulement ensuite, une fois qu'on a fait son screening de tout ça, aller poser la question à des franchisés en disant « Mais vous, comment vous vivez votre métier ?» Ensuite, on va voir le franchiseur, et là, on lui pose des questions. Il y a tout un process habituel pour candidater. Et ce que la majorité des réseaux de franchise proposent aux candidats, c'est d'aller aussi sur une journée en immersion, vivre sa vie,
Parce que voir sous un angle un métier et le vivre au quotidien et se transposer sur la semaine, sur le mois, sur l'année, c'est complètement autre chose. Et donc, il y a ce travail au préalable à faire. Et puis ensuite, c'est d'aller rencontrer un maximum de franchiseurs pour se faire une opinion. Et peut-être de se dire au début, je m'interroge entre 3 domaines d'activité. Et c'est souvent l'humain qui va faire la différence. Et c'est souvent l'accompagnement du franchiseur qui va faire la différence. Et de se dire, je commence par tel domaine et peut-être demain, je ferai le deuxième en complément. Ça peut être aussi une opportunité. Donc, on élargit le champ des possibles en étant en franchise. Mais en tout cas, il y a tout un travail personnel à faire avant d'aller poser des questions aux gens. Il faut vraiment vivre l'expérience. Il faut vraiment se poser la question de c'est quoi un franchisé dans ce réseau? Est-ce qu'il est content? Et ensuite d'aller voir le franchiseur. Merci beaucoup. On arrive presque au terme de l'entretien. Merci. En tout cas, c'était une première. C'était intéressant. Ça sera peut-être un format à renouveler. Je voulais juste terminer peut-être par une question qui concerne, je prends ma casquette de banquier évidemment, la relation bancaire, et puis peut-être vous demander quelles sont les attentes que vous pouvez avoir par rapport vous pouvez formuler par rapport aux banques d'une part, et puis peut-être aussi le regard que vous portez sur la banque et sur LCL, sur les initiatives d'LCL. Voilà. Pour le vivre en tant que franchiseur et bien connaître LCL et d'autres réseaux de franchise, moi ce que j'apprécie des différents réseaux de franchise, c'est votre organisation avec la tête de réseau. Quand on vous envoie un dossier, vous le relayez dans l'agence du conseiller qui sera en charge si c'est lui qui est retenu. Donc ça c'est précieux parce que vous savez expliquer à un conseiller qui est parfois pas si coutumier que ça de traiter avec des franchisés, de lui expliquer quelle est la différence de cette enseigne par rapport à d'autres. Quel va être le point de financement, quelle va être ensuite la façon de l'aider à gérer son quotidien, la façon de s'assurer et de bien comprendre son modèle économique, puisque ce qui compte après c'est la relation au quotidien, de comprendre qu'est-ce que peut faire le franchisé pour se développer autrement, pour investir autrement. Donc c'est d'être pour moi son business partner au quotidien, mais il faut vraiment avoir la sensibilité et du métier et du réseau de franchise pour essayer de comprendre avec lui ce qu'il est capable de faire et de l'aider quand il y a des périodes difficiles. Mais ça, en général, la tête de réseau le fait déjà. Donc, c'est vraiment cette synergie, cette compréhension avec le franchisé qui fait que on comprend bien son projet et on est assez solidaire là-dessus. Si on sent pas le franchisé, on préfère ne pas le prendre dans son réseau. Donc, normalement, si on vous l'envoie, c'est que nous, on veut travailler avec lui. Mais si néanmoins, il y a des cas de figure où vous dites, tiens, celui-là, il est particulier, on peut se reposer, nous aussi, la question. Et c'est ensuite tout l'accompagnement pendant tout le cycle de vie de l'entrepreneur et de l'entrepreneur en franchise avec tout ce que vous apportez comme conseil, comme service et comme outil pour l'aider à gérer son quotidien. Moi, si j'avais une lettre au Père Noël, je demanderais à ce que vous travailliez pour trouver des solutions à un problème majeur. Aujourd'hui, la majorité des franchiseurs sont très attentifs à la sélection de leurs candidats. Il se trouve qu'en interne, certains ont un vrai potentiel parmi leurs salariés. Mais le problème qu'ils ont, c'est que ces salariés n'ont pas forcément le financement adéquat pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Or, ce serait vraiment très intéressant de faire évoluer ces salariés vers un statut d'entrepreneur, puisqu'en fait, ils connaissent déjà le concept, ils connaissent et ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise. Donc, je pense que le risque est moindre. S'il y avait un mécanisme à trouver, ce que je demanderais aux banquiers, c'est ça. Non, c'est intéressant. Justement, c'est pour ça qu'on a tous ces échanges avec la FFF de façon générale. Et c'est de pouvoir trouver justement des pistes sur quoi on peut travailler, sur des angles comme ça. Bien sûr, cet angle il est super intéressant. Les réseaux souhaitent se développer, ils souhaitent toujours avoir des nouveaux franchisés. Et en interne, ils ont parfois la ressource. Je comprends le sujet. Je pense qu'il faut qu'on travaille effectivement là-dessus. Mais et donc on va regarder. On va regarder. Et deux, vraiment ce qu'on peut faire pour accompagner. Et puis moi, je veux dire simplement que justement, LCL est là, évidemment, pour mettre en place des financements et puis de voir les angles particuliers qu'on peut mettre en place sur des profils peut-être un peu différents. On apporte des solutions, évidemment, sur les flux, sur les assurances. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est être un partenaire plus général d'acteurs, encore une fois, du développement de la franchise. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était très transparent, très sympathique. Et puis, on renouvellera peut-être cette expérience et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Christophe.